Ce soir-là, en descendant chercher de l'eau, j'ai compris qu'on peut partager un toit avec quelqu'un pendant des années et ne rien connaître de son âme. Je m'appelle Blandine Tessier, j'ai 69 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé un mardi soir de novembre. Je rentrais de New York. 5 jours entre musées et vieilles amies. Mon mari, Georges, était resté ici. Depuis son AVC, il ne voyageait plus, mais il allait bien. Enfin, c'est ce que je croyais. En ouvrant la porte, l'appartement sentait le thym et le citron. La lumière était tamisée. Mathilde, ma belle-fille, m'attendait dans le salon, les mains jointes, le sourire parfait. « Blandine, bienvenue. Vous devez être épuisée. » Elle portait un pull beige, ses cheveux tirés en chignon bas, toujours cette élégance froide que je n'avais jamais réussi à déchiffrer. « Où est Georges ? Il se repose. Il a dîné tôt. Tout s'est très bien passé. » Je posai ma valise. « Et Madame Ferrand ? L'infirmière ?» Mathilde eut un petit rire gêné. « Ah, justement, j'ai préféré la remercier. » Mon cœur s'arrêta une demi-seconde. « Comment ça, la remercier ?» Elle s'approcha, posa une main sur mon bras. « Écoutez, Blandine, vous payez une fortune pour cette femme, et franchement, elle ne fait rien que je ne puisse faire moi-même. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas m'en occuper directement ? Après tout, c'est mon beau-père, c'est normal. » Elle souriait, un sourire doux, presque maternel. J'aurais dû me méfier, mais j'étais fatiguée. Le décalage horaire, les heures de vol, et puis, c'était Mathilde, la femme de mon fils unique, Rémi, mère de mes 2 petits-enfants, une femme que je connaissais depuis 15 ans. Alors j'ai dit « C'est gentil, Mathilde, merci ». Elle a souri encore plus largement. « Je passerai tous les matins et tous les soirs. Vous verrez, Georges sera entre de bonnes mains. » Cette nuit-là, je me suis couchée avec une sensation étrange, comme un léger malaise, un frisson que je n'arrivais pas à nommer. 3 jours plus tard, je me suis levée vers 2 heures du matin, la gorge sèche. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue à la cuisine. C'est en remontant, un verre d'eau à la main, que j'ai vu la lumière sous la porte de la chambre de Georges. Je me suis approchée sans bruit. Et là, à travers l'entrebâillement, je l'ai vue, Mathilde, penchée au-dessus de la table de nuit, les mains dans la boîte à médicaments de Georges. Elle retirait des comprimés blancs et les remplaçait par d'autres. Mon sang s'est glacé. Je suis restée figée dans le couloir, le verre tremblant entre mes doigts. Elle n'avait pas remarqué ma présence. Elle refermait tout avec soin, replaçait les boîtes exactement comme elles étaient. Puis, elle est sortie de la chambre, sans un regard vers moi, descendant l'escalier d'un pas léger. J'ai attendu qu'elle parte, puis je suis retournée dans ma chambre, et je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, quand Mathilde est arrivée, toujours souriante, toujours parfaite, elle m'a trouvée assise dans le salon. Sur la table basse, j'avais préparé quelque chose, une chemise noire, ouverte, à l'intérieur, le rapport médical de Georges, l'ordonnance originale, les boîtes de médicaments qu'elle avait trafiquées, et, posée par-dessus, une clé USB. L'enregistrement de la caméra que j'avais installée 2 mois plus tôt, quand j'avais commencé à me méfier de ses bonnes intentions. Elle s'est figée dans l'entrée. Nos regards se sont croisés. Et pour la première fois depuis 15 ans, j'ai vu son vrai visage. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Avant cette nuit-là, j'avais une vie que beaucoup m'enviaient. Un appartement haussmannien donnant sur le square Monceau, 5 pièces, parquet en chevron, moulures au plafond. Georges et moi l'avions acheté en 1982, l'année de la naissance de Rémi. Je me souviens encore de l'odeur de ce premier matin. Café, beurre frais, lumière dorée traversant les fenêtres du salon. Georges adorait prendre son petit déjeuner face au parc. Il lisait Le Figaro en silence, moi je feuilletais mes catalogues d'exposition. On ne se parlait pas beaucoup, mais c'était une présence douce, rassurante. Il travaillait dans l'import-export. Moi, j'enseignais l'histoire de l'art à la Sorbonne. On menait une vie calme, bourgeoise, prévisible. Le dimanche, on recevait Rémi et Mathilde pour le déjeuner. Blanquette de veau, tarte tatin, conversation polie. Les enfants jouaient dans le salon pendant que nous parlions de tout et de rien. Mathilde était toujours impeccable. Elle apportait des fleurs, elle complimentait la nappe, elle aidait à débarrasser. « Quelle belle fille vous avez, Blandine !» me disaient mes amis. Et c'est vrai, je n'avais rien à lui reprocher. Jusqu'au jour où Georges a eu son accident. C'était un matin de mars. Il s'est effondré dans la salle de bain. AVC ischémique, hémiplégie gauche, aphasie partielle. Les médecins m'ont dit qu'il s'en sortirait, mais qu'il aurait besoin d'aide.
Alors j'ai engagé Madame Ferrand, une infirmière discrète, professionnelle, qui venait matin et soir. Georges allait mieux, lentement, mais sûrement. Et puis, Mathilde a commencé à venir plus souvent. « Laissez-moi vous aider, Blandine. Vous en faites trop. Je peux passer chercher les médicaments à la pharmacie. Ne vous inquiétez pas, je reste avec lui cet après-midi. Allez vous reposer. » Au début, j'étais touchée. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une douceur trop parfaite. Un empressement que je ne lui connaissais pas. Un jour, j'ai trouvé un carnet dans la cuisine. Un petit carnet bleu posé sur le comptoir. À l'intérieur, des notes manuscrites. L'écriture de Mathilde. Rendez-vous notaire, 14 heures. Appelez banque, transfert compte Georges. Vérifiez testament. Mon cœur s'est serré. J'ai refermé le carnet. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Et j'ai commencé à observer. Les petits gestes, les silences, les regards. Mathilde passait de plus en plus de temps avec Georges. Elle fermait la porte de sa chambre. Elle parlait à voix basse au téléphone. Un soir, je l'ai entendu dire à Rémi « Il faut être réaliste, chérie. Ton père ne sera plus jamais le même. Ta mère ne pourra pas s'occuper de lui éternellement. Il faut anticiper. Anticiper. » Le mot est resté coincé dans ma gorge comme un caillou. C'est ce soir-là que j'ai décidé d'installer la caméra. Une petite caméra discrète dans la bibliothèque de la chambre de Georges, cachée derrière une pile de livres. Je ne savais pas encore ce que j'allais trouver. Mais je savais une chose. On ne prend soin pas de quelqu'un avec autant d'empressement. Sans raison. Et j'avais raison. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Pendant des semaines, j'ai regardé les enregistrements tous les soirs. Georges dormait. Je descendais dans le bureau, je fermais la porte à clé et j'ouvrais les fichiers sur mon ordinateur. Au début, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mathilde entrait dans la chambre. Elle lui donnait ses médicaments. Elle ajustait ses oreillers. Elle lui parlait doucement. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, trop méthodique, trop contrôlée. Et puis, un jeudi soir, j'ai vu quelque chose. Elle est entrée comme d'habitude. Elle a posé son sac sur la commode. Elle a souri à Georges. « Comment allez-vous aujourd'hui, Georges? Vous avez l'air fatigué. » Elle a ouvert la boîte de médicaments. Et là, pendant une fraction de seconde, elle a jeté un regard vers la porte. Un regard rapide, calculé. Puis elle a sorti 2 comprimés blancs de son sac, pas de la boîte, et les a glissés dans le verre d'eau de Georges. J'ai figé l'image, j'ai agrandi. Les comprimés n'étaient pas les mêmes que ceux prescrits par le médecin. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai rembobiné. J'ai regardé les enregistrements des jours précédents. Et j'ai compris. Cela faisait 3 semaines qu'elle remplaçait ses médicaments. 3 semaines. Et pendant ce temps, Georges s'affaiblissait. Il dormait de plus en plus. Il avait des vertiges. Il ne finissait plus ses phrases. « C'est normal, Blandine », m'avait dit Mathilde. « Après un AVC, il y a des hauts et des bas. Il faut être patiente. » Patiente. J'avais été patiente. Trop patiente. Le lendemain matin, j'ai appelé le médecin de Georges, le docteur Lemaire, un homme que nous connaissions depuis 20 ans. « Docteur, je voudrais revoir l'ordonnance de mon mari. »« Bien sûr, Madame Tessier. Y a-t-il un problème ? » Je ne sais pas. Il a l'air plus fatigué ces derniers temps. Il y a eu un silence. C'est étrange. Normalement, avec le traitement que je lui ai prescrit, il devrait aller mieux. Pas pire. Vous êtes sûr qu'il prend bien ses médicaments ? J'ai serré le combiné. Oui. Enfin, je crois. Amenez-le-moi la semaine prochaine. On va vérifier. J'ai raccroché. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Il fallait que je sache. Il fallait que je comprenne ce qu'elle faisait exactement. Alors j'ai inventé un voyage. Je pars à New York, ai-je annoncé un soir au dîner. Une amie organise une exposition. Elle insiste pour que je vienne. Rémi a froncé les sourcils. Et papa ? Mathilde s'occupera de lui. N'est-ce pas, Mathilde ? Elle a souri. Ce sourire doux et parfait. Bien sûr. Partez tranquille, Blandine. Georges sera entre de bonnes mains. Je suis partie 5 jours. 5 jours pendant lesquels la caméra a tout enregistré. Et quand je suis rentrée, quand j'ai regardé les fichiers, j'ai tout vu. Les comprimés remplacés, les doses modifiées, les appels téléphoniques passés depuis la chambre de Georges pendant qu'il dormait. Et surtout, une conversation. Une conversation entre Mathilde et quelqu'un que je ne voyais pas à l'écran. Encore combien de temps ? Pas longtemps. Quelques semaines, peut-être un mois. Et après, tout sera à nous. La maison, les comptes, tout. Ma main tremblait sur la souris. J'ai arrêté la vidéo, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai pleuré. Pas de colère, pas encore. Mais de cette douleur sourde,
profonde, qui vous serre la poitrine quand vous comprenez que la personne en qui vous aviez confiance vous a trahi depuis le début. Le lendemain, j'ai imprimé tous les documents, le rapport médical, l'ordonnance, les captures d'écran, les enregistrements audio. J'ai tout mis dans une chemise noire et j'ai attendu. Je me demande encore si j'aurais dû agir plus tôt. Et vous, à quel moment auriez-vous compris que quelque chose n'allait pas? Pendant des années, j'ai été une femme qui évitait les conflits. C'est comme ça qu'on m'avait élevée. Ma mère me disait toujours « Une dame bien ne fait pas de scandale, Blandine. Elle garde son calme. Elle préserve l'harmonie. » Alors j'ai gardé mon calme, même quand Georges oubliait mon anniversaire, même quand Rémi me reprochait de ne pas être assez présente avec ses enfants, même quand Mathilde arrivait en retard au déjeuner du dimanche, sans un mot d'excuse. Je souriais, je servais le dessert, je changeais de sujet, parce que c'était plus simple, parce que je ne voulais pas être cette belle-mère, celle qui crée des tensions, celle qui divise la famille. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un retard ou d'un oubli. Il s'agissait de la vie de mon mari. Et pourtant, j'ai hésité. Pendant 3 jours après mon retour de New York, j'ai regardé Mathilde entrer et sortir de chez moi comme si de rien n'était. Elle souriait. Elle me demandait comment s'était passé mon voyage. Elle me racontait que Georges avait bien dormi. Il vous a réclamé, vous savez. Il disait votre prénom en dormant. Et moi, je hochais la tête. Je disais « C'est gentil, Mathilde. Merci pour tout. » Parce qu'une part de moi ne voulait pas y croire. Une part de moi espérait encore m'être trompée. Que les comprimés que j'avais vus n'étaient qu'une erreur, une confusion. Que la conversation enregistrée parlait d'autre chose. Que Mathilde n'était pas ce que je craignais qu'elle soit. Alors j'ai continué à jouer mon rôle. La belle-mère compréhensive, la femme fatiguée, celle qui laisse faire. Un soir, Mathilde est restée dîner. Rémi était en déplacement. Les enfants chez leurs grands-parents paternels. Nous étions seuls, toutes les deux, dans la cuisine. Elle épluchait des pommes de terre. Moi, je coupais des carottes. Vous savez, Blandine, je me disais, elle s'est interrompue, comme si elle cherchait ses mots. Oui, avec l'état de Georges, vous devez être épuisé. J'ai continué à couper mes carottes. Ça va, je m'en sors. Oui, mais combien de temps encore? J'ai levé les yeux. Comment ça? Elle a souri. Ce sourire doux qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Georges ne rajeunit pas. Et vous non plus, pardonnez-moi de le dire, vous avez 69 ans. Vous ne pouvez pas porter ce poids toute seule. C'est pour ça que j'avais engagé Madame Ferrand. Justement, peut-être qu'il faudrait envisager autre chose. Autre chose? Une maison de repos. Un endroit où il serait bien entouré. Où vous pourriez souffler un peu. Mon cœur s'est accéléré. Georges est chez lui ici. Je sais. Mais elle a posé son couteau. Elle s'est approchée de moi. Blandine, je vous dis ça parce que je vous aime bien, parce que je m'inquiète pour vous. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. J'ai regardé ses mains, propres, manucurées, sans une trace de fatigue, et j'ai compris. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle voulait que je lâche prise, que je renonce, que je laisse Georges partir, pour qu'elle puisse enfin prendre ce qui ne lui appartenait pas. J'ai souri. Vous avez raison, Mathilde. Je suis fatiguée. Ses yeux se sont illuminés. Alors vous allez y réfléchir? Oui, je vais y réfléchir. Elle a hoché la tête, satisfaite. Et ce soir-là, après son départ, je suis montée dans le bureau. J'ai ouvert la chemise noire. J'ai relu tous les documents. Et j'ai pris ma décision. Je ne me soumettrai plus. Je ne ferai plus semblant. Demain, quand elle reviendrait, elle trouverait la vérité qui l'attendait. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le lit, les yeux fixés sur le plafond, en repensant à tout ce que j'avais ignoré. Les signes étaient là depuis le début. Je les avais vus, mais je n'avais pas voulu les voir. Comme ce jour, 3 mois plus tôt, où j'avais trouvé Mathilde dans le bureau de Georges. Elle était penchée sur son secrétaire, une pile de papier entre les mains. « Qu'est-ce que tu fais ?» avais-je demandé. Elle avait sursauté. « Oh, Blandine, vous m'avez fait peur. Je cherchais juste les coordonnées du comptable de Georges. Pour les impôts. Rémi m'a demandé de vérifier quelque chose. Elle avait refermé le tiroir d'un geste un peu trop rapide. J'avais hoché la tête. D'accord. Mais en repartant, j'avais remarqué quelque chose. Le tiroir n'était pas celui des factures. C'était celui des testaments. Ou encore ce déjeuner de famille, en juin. Mathilde avait apporté un gâteau, un 4/4 au citron. « J'ai fait ça pour vous, Georges », avait-elle dit en le coupant. « Avec du miel bio. C'est meilleur pour la santé. »
Georges avait souri faiblement. Il avait du mal à parler depuis l'AVC, mais il aimait les attentions. Elle lui avait servi une grosse part. « Tenez, mangez tout, ça vous fera du bien. » Puis elle m'avait regardé. « Vous en voulez, Blandine ?»« Non, merci. Je surveille mon sucre. »« Ah oui, c'est vrai. Vous faites attention. » Elle avait souri. Et Georges avait mangé toute sa part. Le soir même, il avait eu des nausées, des tremblements. Il avait vomi 2 fois. « C'est peut-être une indigestion », avait dit Mathilde au téléphone. « Appelez le médecin si ça continue. » Le médecin n'avait rien trouvé. Mais moi, en revoyant la scène dans ma tête, j'ai compris. Ce n'était pas le gâteau. C'était ce qu'elle avait mis dedans. Et puis, il y avait eu cette conversation. Un après-midi de septembre. J'étais dans le couloir. Mathilde parlait au téléphone dans le salon, la porte entr'ouverte. « Non, maman, je te dis que ça avance. » Silence. « Oui, je sais. Mais il faut être prudente. On ne peut pas précipiter les choses. » Silence. « Crois-moi. D'ici Noël, tout sera réglé. Et on pourra enfin respirer. » J'étais restée figée. Qui était on? Et qu'est-ce qui serait réglé? Je n'avais pas osé entrer. Je m'étais éloignée sans bruit. Mais cette phrase m'était restée en tête. D'ici Noël, tout sera réglé. Georges devait mourir avant Noël. C'était ça, le plan. Le lendemain matin, j'ai relu l'ordonnance du docteur Lemaire. Puis, j'ai comparé avec les comprimés que Georges prenait. Les formes étaient similaires, les couleurs presque identiques, mais les noms étaient différents. À la place de ses anticoagulants, Mathilde lui donnait des somnifères. À la place de ses vitamines, elle lui donnait des anxiolytiques. Elle ne le tuait pas d'un coup. Elle l'affaiblissait, lentement, méthodiquement, pour que ça ressemble à une dégradation naturelle, pour que personne ne pose de questions, pour qu'à la fin, quand il s'éteindrait doucement dans son sommeil, on dise simplement « c'était prévisible ». Après un AVC, on ne sait jamais. J'ai senti une vague de froid me traverser, et en même temps, quelque chose d'autre. Une clarté, froide, précise. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Lemaire. J'ai apporté les boîtes de médicaments. Les originales et celles que Mathilde avait remplacées. Il a analysé les comprimés. Son visage s'est durci. « Madame Tessier, ce que votre mari prend en ce moment, ce n'est pas ce que je lui ai prescrit. Je sais. Qui lui donne ces médicaments ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. « Ma belle-fille. » Il a enlevé ses lunettes. « Blandine, vous savez ce que cela signifie ? » « Oui. Il faut porter plainte. Je vais le faire. Mais avant, j'ai besoin d'un rapport médical. » Il a hoché la tête. « Je vous le ferai aujourd'hui même. » En sortant de son cabinet, j'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine. J'avais tout. Les preuves, les enregistrements, le rapport médical. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment. Et ce moment est arrivé le lendemain matin, quand Mathilde a franchi la porte de mon appartement, le sourire aux lèvres, et qu'elle m'a trouvée assise dans le salon, avec la chemise noire posée sur la table. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en attendant si longtemps. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Elle est entrée, comme tous les matins, le même sac en cuir beige à l'épaule, le même parfum discret, quelque chose entre la rose et la vanille, le même sourire poli. « Bonjour Blandine, vous avez bien dormi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assise dans le fauteuil Voltaire, celui que Georges avait acheté aux Puces de Saint-Ouen il y a 30 ans. Les mains posées sur mes genoux, le dos droit. « Bonjour Mathilde. » Ma voix était calme, trop calme. Elle a froncé légèrement les sourcils. « Tout va bien ? Viens t'asseoir. » Elle a hésité. Juste une seconde. Puis elle a posé son sac sur la console de l'entrée et s'est avancée vers le canapé. C'est à ce moment-là qu'elle a vu la chemise noire, posée sur la table basse, ouverte. Ses yeux se sont posés sur les documents, puis sur moi. « Qu'est-ce que... » « Assieds-toi, Mathilde. » Elle s'est assise, lentement, les mains croisées sur ses genoux. J'ai attendu un instant, pour qu'elle voie bien. Le rapport médical du docteur Lemaire, avec son tampon officiel en haut à droite. L'ordonnance originale, celle avec les vrais médicaments. Les photos des comprimés que Mathilde avait substitués, avec leur nom scientifique souligné au stylo rouge. Et, posée par-dessus, la clé USB, celle qui contenait 53 heures d'enregistrement vidéo. Mathilde a pâli. Pas beaucoup. Juste assez pour que je le remarque. « Blandine, je ne comprends pas. C'est quoi tout ça ?» J'ai pris la télécommande posée à côté de moi. J'ai allumé la télévision. Et j'ai appuyé sur play. L'écran s'est illuminé. On y voyait la chambre de Georges, vue depuis la bibliothèque. L'angle était parfait. On voyait le lit, la table de nuit, la porte et Mathilde, debout près du lit, un sachet transparent dans la main.
Elle retirait les comprimés blancs de la boîte marquée « anticoagulant ». Elle les remplaçait par d'autres, plus petits, plus ronds, puis elle refermait tout, avec soin, avec méthode. Le tout avait duré moins de 2 minutes, mais c'était suffisant. J'ai arrêté la vidéo. Le silence qui a suivi était écrasant. Mathilde me regardait, les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Ma voix était toujours calme, étrangement détachée. Alors explique-moi, Mathilde, explique-moi ce que tu faisais exactement dans cette vidéo. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je voulais juste quoi? Il ne prenait pas ses médicaments correctement, il les oubliait. Alors j'ai pensé que tu pourrais les remplacer par des somnifères et des anxiolytiques? Elle a tressailli. Blandine, ne mens pas. J'ai fait analyser les comprimés. J'ai sorti le rapport du docteur Lemaire. Je l'ai posé sur la table. Lisse, elle n'a pas bougé. Alors j'ai lu à sa place. Les comprimés fournis par Madame Tessier ne correspondent en aucun cas à l'ordonnance prescrite à Monsieur Georges Tessier. Il s'agit de benzodiazépine, à forte dose, totalement contre-indiquée dans le cas d'un patient ayant subi un AVC ischémique. L'administration prolongée de ces substances peut entraîner une dégradation cognitive rapide, des troubles cardiaques et, dans certains cas, le décès. J'ai relevé les yeux. Mathilde tremblait. Ce n'est pas... Je ne voulais pas... Tu ne voulais pas quoi, Mathilde? Le tuer? Le mot est sorti de ma bouche comme une lame. Elle a secoué la tête violemment. Non, non, Blandine. Je te jure, Alors pourquoi? Parce que... Elle s'est effondrée. Les larmes ont coulé. Vraies ou fausses? Je ne savais plus. Parce qu'on est ruinés, Blandine. J'ai cligné des yeux. Quoi? Rémi et moi, on est ruinés. Elle a essuyé ses joues d'un geste brusque. Il a investi dans une start-up. Une connerie. Tout notre argent, nos économies, l'héritage de mes parents, tout. Et on a tout perdu. Sa voix tremblait. On doit 300 000 € à la banque. 300 000. On va perdre la maison. Les enfants vont devoir changer d'école. On va tout perdre. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et pendant ce temps, vous vivez ici, dans cet appartement qui vaut 2 millions. Avec vos rentes, vos tableaux, vos comptes en banque. Et Georges ne sait même plus qui il est. Il ne profite de rien, il ne fait que survivre. Alors je me suis dit, elle s'est arrêtée. Mais je connaissais la suite. Tu t'es dit que s'il partait, Rémi hériterait. Elle a baissé les yeux. Je ne voulais pas le tuer, Blandine. Je voulais juste accélérer les choses. Mon cœur s'est serré. Pas de pitié, pas de colère. Juste une immense tristesse. Accélérer les choses. J'ai répété ces mots lentement. Tu appelles ça comment, Mathilde? Empoisonner un homme de 73 ans qui ne peut pas se défendre? Ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. Je me suis levée. J'ai pris la chemise noire. Je l'ai refermée. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Elle a levé les yeux vers moi. Je vais porter tout ça au commissariat. Le rapport médical, les vidéos, les enregistrements audio, tout. Blandine, non, s'il te plaît, et je vais déposer plainte. Blandine, je t'en supplie, pense à Rémi, pense aux enfants. C'est toi qui aurais dû penser à eux. Elle s'est levée d'un bond. Si tu fais ça, tu détruis tout. Rémi ne te le pardonnera jamais. Peut-être, tu vas perdre ton fils, tes petits-enfants, tout. J'ai soutenu son regard. Alors je perds tout, mais au moins, je ne perds pas mon âme. Elle a reculé d'un pas. Tu es folle. Non, Mathilde, je suis lucide. Et toi, tu es une criminelle. Ses yeux se sont durcis. Tout à coup, la femme fragile en larmes a disparu. À sa place, il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, de calculateur. Tu crois vraiment que quelqu'un te croira? J'ai les preuves. Des preuves? Elle a ri. Un rire sec, sans joie. Une vidéo floue? Un rapport médical? Mon avocat te dira que c'est de la diffamation. Que tu es une vieille femme fatiguée qui invente des histoires. Que tu es jalouse de moi depuis le début. Que tu as toujours voulu briser mon mariage avec Rémi. Elle s'est approchée. Et tu sais quoi? Rémi me croira. Parce que c'est moi qui l'aime. Moi qui partage sa vie. Pas toi. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je suis restée debout. Peut-être. Mais au moins, j'aurais essayé. Elle a attrapé son sac. Tu fais une erreur, Blandine. Non. L'erreur, c'est toi qui l'as faite. Elle est partie en claquant la porte. Et je suis restée seule, dans le silence de mon appartement, avec la chemise noire entre les mains, et une seule certitude, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, je ne laisserai pas Georges mourir entre les mains de cette femme. Je me demande encore si j'aurais dû agir autrement,
Confronter Rémi d'abord. Appeler la police immédiatement. Mais parfois, on ne sait que faire quand on est face au mal. Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation? Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. J'ai appelé Rémi, pas pour lui raconter, pas encore, juste pour entendre sa voix. « Maman, tout va bien? »« Oui, mon chéri, je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Tu es sûr? Tu as une drôle de voix. »« Je suis fatiguée, c'est tout. » Il y a eu un silence. Mathilde m'a dit que vous vous étiez disputés. Mon cœur a fait un bond. « Ah oui? Elle m'a dit que tu l'avais accusé de ne pas bien s'occuper de papa, que tu l'avais même filmé en cachette. »« Rémi, maman, je sais que c'est dur pour toi. Papa, sa maladie, tout ça. Mais Mathilde fait de son mieux. Elle passe ses journées ici. Elle sacrifie son temps. Elle ne sacrifie rien du tout. » Ma voix était sortie plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Rémi, il faut que je te parle. Pas maintenant. Je suis au bureau. On en parlera plus tard. C'est important. Maman, plus tard. » Il a raccroché. Et moi, je suis restée avec le téléphone dans la main, le cœur en miettes. Mathilde avait été plus rapide que moi. Elle avait déjà commencé à retourner Rémi contre moi, à planter le doute, à me faire passer pour une vieille femme paranoïaque, fatiguée, qui voyait le mal partout. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu me dire que c'était trop tard, que personne ne me croirait. Mais il y avait Georges. Georges qui dormait dans la chambre d'à côté, fragile, sans défense. Georges qui m'avait épousée il y a 47 ans, un samedi de juin sous la pluie. Georges qui m'avait offert des roses blanches tous les premiers du mois pendant 20 ans. Georges qui ne méritait pas de mourir comme ça. Alors j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, Maître Duvernay. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, costume 3 pièces, regard perçant. Je l'avais connu par une amie. Il s'occupait de succession, de litiges familiaux. Je lui ai tout raconté. Les vidéos, les médicaments, le rapport médical, les menaces de Mathilde. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a enlevé ses lunettes. « Madame Tessier, vous savez ce que vous me demandez? »« Oui. Vous allez porter plainte contre votre belle-fille pour tentative d'empoisonnement. »« Oui. Vous savez ce que cela implique? » J'ai hoché la tête. « Une enquête. Un procès, peut-être. Votre famille déchirée. Votre fils? Je sais. » Il a soupiré. « Madame Tessier, je dois vous poser une question difficile. Allez-y. Êtes-vous prête à perdre votre fils pour sauver votre mari? » La question m'a coupé le souffle, parce que c'était exactement ça. Le choix impossible. Rémi ou Georges, mon fils ou mon mari. J'ai fermé les yeux, et j'ai revu toute ma vie défiler. Rémi, bébé, dans mes bras. Ses premiers mots, ses premiers pas. Rémi, adolescent, qui claquait les portes et me criait qu'il me détestait. Rémi, jeune homme, qui me présentait Mathilde avec ce sourire timide et fier. Rémi, père, tenant ses enfants dans ses bras, les yeux brillants de bonheur. Mon fils, mon unique enfant. Et puis, Georges, le jour de notre mariage, qui m'avait dit « Je te protégerai toujours ». Georges, le soir où Rémi est né, qui avait pleuré de joie en le tenant contre lui. Georges, qui m'avait tenu la main quand ma mère était morte. Georges, qui me regardait encore avec amour, même quand il ne se souvenait plus de mon prénom. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé presque un demi-siècle de vie. J'ai ouvert les yeux. Je suis prête, Maître Duvernay. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Je vais préparer le dossier. Combien de temps? 1 semaine. Peut-être 2. Il faut que tout soit parfaitement solide. Et en attendant, éloignez Mathilde de votre mari. Immédiatement. Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé une agence de soins à domicile. J'ai engagé 2 infirmières. Une pour le jour, une pour la nuit. Des professionnels, avec des diplômes, des références. Et j'ai changé les serrures. Le lendemain matin, quand Mathilde est arrivée, elle n'a pas pu entrer. Elle a sonné. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message. « Blandine, ouvre cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ?» Puis un autre. « Si tu ne m'ouvres pas, j'appelle Rémi. » Puis un autre. « Tu vas le regretter, Blandine. Je te jure que tu vas le regretter. » J'ai effacé tous les messages. Et j'ai attendu. L'appel de Rémi est arrivé 2 heures plus tard. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Mathilde m'a dit que tu as changé les serrures. » C'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne veux plus qu'elle approche ton père. « Maman! Rémi, écoute-moi, s'il te plaît. »« Non, toi, écoute-moi. » Sa voix était dure, froide. Mathilde a tout abandonné pour s'occuper de papa. Elle a passé des semaines à ses côtés. Elle a fait ce que tu ne pouvais plus faire, Rémi.
Et toi, tu la remercies comment? En la traitant comme une criminelle? En l'accusant de je ne sais quoi? Je ne l'accuse pas. J'ai des preuves. Des preuves de quoi? Elle remplaçait les médicaments de ton père. Silence. Qu'est-ce que tu racontes? Elle lui donnait des somnifères à la place de ses anticoagulants. Elle l'empoisonnait, lentement. Tu es sérieuse, là? Oui. Maman, tu entends ce que tu dis? J'ai des vidéos, Rémi. J'ai des rapports médicaux. J'ai tout. Des vidéos? Tu l'as filmé? Oui. Mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Rémi, je te jure que... Non, maman, arrête. Sa voix tremblait. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas si c'est la fatigue, le stress ou... Je ne sais pas. Mais tu délires. Rémi, Mathilde ne ferait jamais ça. Jamais. Elle me l'a avoué. Quoi? Elle m'a dit pourquoi elle le faisait. Pour l'argent, pour l'héritage. Il a ri. Un rire nerveux, incrédule. L'argent? L'héritage? Maman, tu entends ce que tu dis? On dirait un mauvais film. C'est la vérité. La vérité, c'est que tu es en train de perdre la tête. Chaque mot était un coup de couteau. Rémi, s'il te plaît, non, maman. Assez. Viens voir les preuves. Je t'en supplie. Viens les voir. Je ne viendrai pas. Rémi. Et si tu continues à accuser Mathilde, si tu continues avec ses délires, il s'est arrêté. Quoi? Alors ne compte plus sur moi. Mon cœur s'est arrêté. Tu ne peux pas dire ça. Je le pense. Rémi. Au revoir, maman. Il a raccroché. Et moi, je me suis effondrée. Là, dans le couloir, le téléphone encore à la main. J'ai pleuré. Pas comme j'avais pleuré à la mort de ma mère. Pas comme j'avais pleuré le jour de l'AVC de Georges. Non. C'était quelque chose de plus profond, de plus déchirant, parce que je venais de perdre mon fils. Mon unique enfant. Celui que j'avais porté, élevé, aimé plus que tout. Il avait choisi. Et il n'avait pas choisi moi. Cette nuit-là, je suis montée voir Georges. Il dormait, paisiblement, sans savoir que sa vie avait failli s'éteindre dans ce lit, sans savoir que pour le sauver, j'avais tout perdu. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Pardon, mon amour. Ma voix n'était qu'un murmure. Pardon de ne pas avoir vu plus tôt. Pardon de t'avoir laissé entre ses mains. Mais je te promets. J'ai serré sa main un peu plus fort. Je te promets que maintenant, je vais te protéger. Quoi qu'il arrive. Même si je dois tout perdre. Et dans le silence de cette chambre, j'ai senti quelque chose. Une paix. Fragile. Douloureuse. Mais réelle. Parce que pour la première fois depuis des mois, j'avais fait le bon choix. Le choix difficile. Le choix qui coûte tout. Mais le bon. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Perdre son enfant pour sauver son mari, c'est un prix que personne ne devrait avoir à payer. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Comme si je vivais dans deux mondes à la fois. D'un côté, il y avait la vie de tous les jours. Georges qui allait mieux, qui reprenait des forces, qui commençait à prononcer des phrases complètes. Les infirmières qui venaient matin et soir. Professionnelles, douces, efficaces. Les promenades au square Monceau, Georges dans son fauteuil roulant, moi à ses côtés. Le silence paisible de notre appartement. Et de l'autre côté, il y avait le vide, le téléphone qui ne sonnait plus. Les dimanches sans Rémi, sans les enfants, les anniversaires oubliés, les fêtes de famille annulées, le silence de mon fils. Au début, j'ai essayé de le rappeler. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il ne décrochait jamais. Alors, j'ai envoyé des messages. « Rémi, s'il te plaît, parlons. Je ne veux pas te perdre. Laisse-moi au moins t'expliquer. » Rien. Pas de réponse. Comme si j'avais cessé d'exister. Un jour, j'ai croisé Mathilde dans la rue. C'était un mardi après-midi. Je sortais de la pharmacie. Elle marchait sur le trottoir d'en face, un sac de courses à la main. Nos regards se sont croisés. Elle s'est arrêtée. Moi aussi. Pendant quelques secondes, on s'est regardé à travers la rue. Et puis, elle a souri. Un sourire froid, victorieux. Comme pour dire, tu vois, j'ai gagné. Puis elle a continué son chemin. Et moi, je suis restée plantée là, tremblante. Ce soir-là, j'ai failli tout abandonner. J'ai failli appeler Maître Duvernay et lui dire « Oubliez tout, je retire ma plainte ». Parce que ça faisait trop mal. Parce que je ne supportais plus cette solitude. Parce que je voulais retrouver mon fils. Mais alors, Georges m'a appelé depuis le salon. « Blandine ?» Sa voix était faible, mais claire. Je suis entrée. Il était assis dans son fauteuil, un livre sur les genoux. « Oui, mon chéri, viens t'asseoir. » Je me suis assise à côté de lui. Il a pris ma main. Je ne sais pas ce qui se passe. Sa voix tremblait légèrement. Mais je sais que tu me protèges, que tu as fait quelque chose de difficile.
Mes yeux se sont remplis de larmes. Georges, je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens de toi. Toujours là, toujours debout. Il a serré ma main. Merci. Ce simple mot. Merci. Il a suffi à me rappeler pourquoi je faisais tout ça. J'ai posé ma tête sur son épaule. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je n'étais pas seule. 3 semaines plus tard, Maître Duvernay m'a appelé. « Madame Tessier, le dossier est prêt. » Mon cœur s'est accéléré. « Déjà ? Oui. J'ai tout vérifié. Les vidéos sont exploitables. Le rapport médical est solide. Les témoignages des nouvelles infirmières confirment l'amélioration de l'état de santé de votre mari depuis que Mathilde n'intervient plus. Alors, on peut porter plainte ? Oui. Mais avant, je dois vous poser une dernière question. Allez-y. Êtes-vous absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout ? J'ai fermé les yeux. Oui. Madame Tessier, une fois que nous déposons cette plainte, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je sais. Votre belle-fille sera convoquée, interrogée. Il y aura peut-être un procès. Je sais. Et votre fils ? Je sais, Maître Duvernay. Je sais tout ça. Il y a eu un silence. Très bien. Je dépose la plainte lundi matin. J'ai raccroché. Et je me suis assise, les mains tremblantes, le cœur battant, parce que je venais de franchir un point de non-retour. Le week-end a été long, interminable. Je n'ai presque pas dormi. Je tournais en rond dans l'appartement. Je regardais Georges dormir. Je pensais à Rémi, à ses enfants, à tout ce que j'allais peut-être perdre définitivement. Mais je pensais aussi à autre chose, à toutes ces femmes que j'avais croisées dans ma vie, ces femmes qui se taisaient, qui enduraient, qui fermaient les yeux. Ma propre mère, qui avait supporté les infidélités de mon père pendant 30 ans, mon amie Hélène, dont le mari la trompait avec sa secrétaire et qui n'avait jamais dit un mot, ma collègue de la Sorbonne, dont le fils la volait et qui refusait de porter plainte pour ne pas briser la famille. Toutes ces femmes qui avaient choisi le silence pour préserver l'apparence, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas être celle qui détruit tout. Et moi, qu'est-ce que j'allais choisir ? Le dimanche soir, j'ai pris mon carnet, ce carnet en cuir bleu que Georges m'avait offert il y a 20 ans. Je l'avais toujours gardé, mais je n'écrivais jamais dedans. Ce soir-là, j'ai écrit « Chère Blandine du futur, si un jour tu relis ces lignes, je veux que tu te souviennes de ce moment, de cette nuit où tu as eu peur, où tu as douté, où tu as failli abandonner, mais où tu as quand même choisi de continuer. Pas par vengeance, pas par colère, mais parce que c'était juste, parce que Georges méritait de vivre, parce que le silence n'est pas toujours de l'or. Parfois, le silence est juste de la lâcheté. Et toi, Blandine, tu as décidé de ne plus être lâche. Même si ça te coûte tout. Même si ça te coûte Rémi. Parce qu'un jour, peut-être, il comprendra. Et sinon, au moins, tu pourras te regarder dans le miroir et te dire que tu as fait ce qu'il fallait, que tu n'as pas laissé le mal gagner. J'ai refermé le carnet et je me suis couché. Le lundi matin, Maître Duvernay a déposé la plainte. 2 jours plus tard, Mathilde a été convoquée au commissariat. Et le soir même, Rémi m'a appelé. « Maman », sa voix était glaciale. « Rémi, tu as fait ça. Tu as vraiment fait ça. Oui, tu as porté plainte contre Mathilde. Oui, pour tentative d'empoisonnement. Oui, » il a ri. Un rire amer, cassé. « Tu es contente de toi ?»« Non, Rémi, je ne suis pas contente. Je suis triste. »« Triste ? Triste ?» il criait maintenant. « Tu viens de détruire ma famille. De salir la mère de mes enfants, de nous traîner devant les tribunaux. Et tu es triste ? Rémi, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. » Sa voix tremblait. Mathilde pleure depuis 2 jours. Elle ne dort plus, elle ne mange plus. Les enfants posent des questions. Et moi, je ne sais plus quoi penser. Rémi, tu es ma mère. Je t'ai aimé toute ma vie. Mais là, je ne te reconnais plus. Viens voir les preuves, s'il te plaît. Je ne veux pas voir tes preuves. Pourquoi ? Parce que si je les vois, si je découvre que c'est vrai, alors je perds tout. Sa voix s'est brisée. Alors, je préfère ne pas savoir. Rémi, au revoir, maman. Rémi, attends, ne m'appelle plus. Il a raccroché. Et cette fois, je n'ai pas pleuré. Parce qu'il n'y avait plus de larmes, juste un grand vide, un silence. Mais dans ce silence, il y avait aussi quelque chose d'autre, une clarté, une paix étrange. Parce que j'avais fait ce que ma conscience me dictait. Parce que j'avais choisi la vérité, même quand elle brûlait. Parce que j'avais protégé Georges. Et maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre que la justice fasse son travail. Attendre que le temps révèle la vérité. Attendre que la vie, peut-être, rende à chacun ce qu'il mérite. Parce qu'il y a une chose que j'avais apprise dans cette épreuve.
On ne peut pas contrôler les choix des autres. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il refuse de voir, mais on peut contrôler ses propres choix. Et moi, j'avais choisi de ne pas me taire, quoi qu'il m'en coûte. 3 mois ont passé. 3 mois pendant lesquels j'ai vécu dans une sorte de suspension. Comme si le monde continuait autour de moi, mais que moi, j'étais figé. L'enquête avançait, lentement, méthodiquement. Maître Duvernay m'appelait chaque semaine. Les experts ont analysé les médicaments. Les résultats confirment notre version. Le médecin légiste a examiné Georges. Il constate une nette amélioration depuis que Mathilde n'intervient plus. La police a interrogé Mathilde. Elle nie tout. Elle dit que vous avez monté un dossier contre elle par jalousie. Jalousie. Le mot me faisait sourire amèrement. Jalouse de quoi? De qui? D'une femme qui avait essayé de tuer mon mari pour de l'argent? Mais je ne répondais rien. Je laissais la justice faire son travail. Georges, lui, allait de mieux en mieux. Il marchait à nouveau. Avec une canne, certes, mais il marchait, il parlait, presque normalement. Il lisait le journal tous les matins, comme avant. Et parfois, il me regardait avec ce sourire doux que je connaissais si bien. « Tu es fatiguée, Blandine. Un peu. Viens t'asseoir. » Et on restait là, tous les deux, en silence. Un silence qui n'avait plus besoin de mots, parce qu'on s'était retrouvés. Un mardi après-midi, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Madame Tessier ?» Une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui, je m'appelle Camille. Camille Moreau. J'étais la meilleure amie de Mathilde. » Mon cœur s'est accéléré. « Oui, je ne sais pas si je devrais vous appeler, mais... » Elle s'est interrompue. « Mais quoi? Il faut que vous sachiez quelque chose. Je vous écoute. » Il y a eu un long silence. « Mathilde, elle ne vous a pas dit toute la vérité. » « Comment ça? Ce n'était pas juste pour l'argent. » Ma main s'est crispée sur le téléphone. « Alors pourquoi? » Parce qu'elle vous détestait. « Moi? Oui, depuis le début, depuis qu'elle a épousé Rémi. Mais pourquoi? Je ne lui ai jamais rien fait. Justement, vous ne lui avez rien fait. Mais vous étiez... vous. Je ne comprends pas. » Camille a pris une grande inspiration. Mathilde a grandi dans une famille pauvre. Son père était alcoolique. Sa mère faisait des ménages. Elle a dû se battre pour tout. Et quand elle a rencontré Rémi, elle a cru qu'elle avait enfin gagné, qu'elle allait avoir la belle vie. La vie que vous aviez, l'appartement, le standing, le respect. Mais vous étiez toujours là, avec votre élégance naturelle, votre culture, votre aisance. Et elle se sentait toujours inférieure, toujours jugée. Même quand vous étiez gentil avec elle, je suis restée silencieuse, parce que tout à coup, je comprenais. Tous ces regards, tous ces silences, toutes ces tensions que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas moi, c'était elle, c'était sa propre blessure, son propre sentiment d'illégitimité. Et quand Georges est tombé malade, elle a vu une opportunité. Une opportunité de quoi? De prendre votre place, de devenir vous, de tout posséder, l'appartement, l'argent, le respect, et surtout, de vous faire tomber. Ma gorge s'est serrée. Elle m'a dit un jour, Camille s'est arrêtée, comme si elle hésitait. Quoi? Elle m'a dit, un jour, Blandine comprendra ce que c'est que de tout perdre, comme moi j'ai tout perdu quand j'étais petite. C'était il y a 2 ans, bien avant l'AVC de Georges. Un frisson m'a parcouru. Pourquoi vous me dites tout ça maintenant? Parce que j'ai vu ce qu'elle est devenue. Depuis que la plainte a été déposée, elle est différente. Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle sursaute au moindre bruit. Et surtout, elle a peur. Peur de quoi? De tout. De la police, du procès, de la prison. Mais surtout, elle a peur de Rémi. De Rémi? Oui, parce qu'elle sait que s'il découvre la vérité, il la quittera. Et pour elle, perdre Rémi, c'est perdre tout ce pour quoi elle s'est battue, tout ce qu'elle a sacrifié, tout ce qu'elle est devenue. Camille a marqué une pause. Je voulais que vous sachiez, que vous compreniez, que ce n'était pas juste une question d'argent. C'était plus profond, plus tordu. Merci Camille. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais voilà, c'est dit. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée assise, le téléphone à la main, troublée, parce que je ne savais plus quoi ressentir. De la colère? De la pitié? De la tristesse? Mathilde était une victime devenue bourreau, une femme blessée qui avait blessé à son tour. Mais ça n'excusait rien, ça n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Rémi. C'était un hasard. Je sortais de chez le médecin. Lui entrait dans une boulangerie.
Nos regards se sont croisés à travers la vitrine. Il s'est figé, moi aussi. Pendant quelques secondes, on s'est regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Du doute, de la confusion, de la douleur. Puis il a détourné le regard, et il est entré dans la boulangerie. Mais ce regard m'a dit plus que 1000 mots. Il commençait à comprendre, peut-être pas tout, pas encore, mais quelque chose en lui commençait à se fissurer. Le mois suivant, j'ai reçu un autre appel. Maître Duvernay. Madame Tessier, il y a du nouveau. Oui, Mathilde a demandé à nous rencontrer. Mon cœur a bondi. Pourquoi? Elle veut négocier. Négocier quoi? Elle propose de reconnaître les faits si vous retirez la plainte. J'ai fermé les yeux. Non. Madame Tessier, non. Écoutez-moi. Si elle reconnaît les faits, vous obtenez ce que vous voulez. La vérité est établie. Et elle évite le procès, la prison. Non. Madame Tessier, je veux qu'elle paie, maître Duvernay, pas qu'elle s'en tire avec un arrangement. Je comprends. Mais réfléchissez. Un procès, c'est long, c'est éprouvant. Vous allez devoir témoigner, revivre tout ça. Je sais. Et votre fils? Mon fils a fait son choix. Il y a eu un silence. Très bien. Je lui transmets votre refus. 3 jours plus tard, tout a basculé. J'étais chez moi. Georges faisait sa sieste. On a sonné à la porte. J'ai ouvert. C'était Rémi. Le visage défait, les yeux rouges. Maman. Sa voix était cassée. Rémi, je peux entrer? Oui. Oui, bien sûr. Il est entré. Il s'est assis sur le canapé. Et il a pleuré. Pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Même enfant. Je me suis assise à côté de lui. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur son épaule. Et j'ai attendu. Quand il a enfin pu parler, sa voix tremblait. J'ai vu les vidéos. Mon cœur s'est arrêté. Comment? L'avocat de Mathilde. Il m'a contacté. Il voulait me convaincre de te faire retirer ta plainte. Alors, il m'a montré le dossier. Pour me prouver que tu exagérais. Que c'était juste un malentendu. Et j'ai tout vu. Les vidéos, les rapports, tout. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes. Maman, je suis désolée. Rémi, je suis tellement désolée. Je ne t'ai pas cru. Je t'ai abandonné. Je t'ai dit des choses horribles. Et pendant tout ce temps, tu avais raison. Tu protégeais papa. Tu nous protégeais tous. Et moi, je t'ai traité de folle. Il s'est effondré dans mes bras. Et j'ai pleuré avec lui. Pleuré de soulagement, pleuré de douleur, pleuré de tout ce temps perdu, de tout ce silence, de tout ce vide. C'est fini, mon chéri, c'est fini. Non, maman, ce n'est pas fini. Il s'est redressé. Je vais divorcer. Rémi, je ne peux pas rester avec elle. Pas après ça. Elle a essayé de tuer papa. Elle t'a fait passer pour une folle. Elle a détruit notre famille. Comment je pourrais... Sa voix s'est brisée. Comment je pourrais regarder mes enfants en sachant que leur mère a fait ça? Je n'ai rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Rémi avait vu la vérité. Et maintenant, il devait vivre avec. Comme moi. Comme nous tous. Les semaines qui ont suivi ont été chaotiques. Rémi a quitté Mathilde. Il a pris les enfants. Mathilde s'est effondrée. Selon Camille, qui m'a rappelé, elle ne sortait plus de chez elle. Elle ne répondait plus au téléphone. Elle avait perdu 15 kilos. Elle vivait recluse, dans l'appartement vide que Rémi avait quitté. Seule. Exactement ce qu'elle avait toujours craint. La solitude, l'abandon, le rejet. Et moi, je ne ressentais ni joie, ni satisfaction. Juste une immense tristesse. Parce que je comprenais maintenant. Mathilde n'avait pas juste voulu l'argent. Elle avait voulu la sécurité, l'appartenance, l'amour, tout ce qu'elle n'avait jamais eu enfant. Et dans sa quête désespérée pour tout posséder, elle avait tout perdu. Son mari, ses enfants, sa liberté, sa dignité, et surtout, elle-même, parce qu'elle était devenue le monstre qu'elle avait toujours combattu. Un soir, j'ai repris mon carnet bleu, et j'ai écrit « Elle m'avait traité de folle. Elle m'avait regardé avec ce sourire victorieux dans la rue. Elle pensait avoir gagné. Mais des années plus tard, non, pas des années, quelques mois à peine, j'ai revu ce même regard. Mais cette fois, il était vide, vidé de tout espoir, de toute fierté. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et Mathilde avait donné de la manipulation, de la trahison, de la cruauté. Alors la vie lui a rendu la solitude, le rejet, la perte. Ce n'est pas moi qui l'ai punie, c'est elle-même, par ses propres choix, par son propre poison. J'ai refermé le carnet, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. 6 mois ont passé depuis ce jour où Rémi a franchi ma porte, le visage défait,
6 mois pendant lesquels le monde a lentement repris sa place. Pas comme avant, jamais comme avant, mais différemment, avec des cicatrices, des fissures, des leçons. Le procès a eu lieu au début du printemps. J'y suis allée, bien sûr. Maître Duvernay m'avait prévenu. Ce sera difficile, Madame Tessier. Vous allez devoir témoigner. Racontez tout, devant Mathilde, devant le tribunal. Je sais. Vous êtes prête? Oui. Mais en vérité, je ne savais pas si j'étais prête. Le jour du procès, je me suis levée à l'aube. J'ai choisi une robe bleue, simple, élégante, digne. Pas de bijoux, juste mon alliance. Georges m'a regardée en silence. Tu es belle. Merci. Tu veux que je vienne? Non, mon amour. Reste ici. Repose-toi. Il a hoché la tête. Mais je voyais dans ses yeux qu'il comprenait, qu'il savait où j'allais. Et pourquoi? Le tribunal était imposant, froid, intimidant. J'ai monté les marches lentement, tenant fermement mon sac contre moi. À l'intérieur, il y avait le carnet bleu, mon encre, ma mémoire, ma force. Dans la salle d'audience, j'ai vu Mathilde, assise à côté de son avocat. Elle avait maigri, beaucoup. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient ternes, attachés en un chignon négligé. Elle portait un tailleur gris, sans éclat. Elle ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Rémi était là aussi, assis quelques rangs derrière moi. Il m'avait serré la main en arrivant. « Courage, maman !»« Merci, mon chéri. » Les témoignages ont commencé. Le docteur Lemaire a parlé des médicaments, des analyses, de l'amélioration de Georges. Les infirmières ont témoigné de l'état de Georges avant et après le retrait de Mathilde. Maître Duvernay a présenté les vidéos. La salle est devenue silencieuse. On voyait Mathilde, très clairement, remplacer les comprimés, avec soin, avec méthode, sans hésitation. J'ai entendu quelqu'un derrière moi retenir son souffle, puis ce fut mon tour. Madame Tessier, approchez de la barre. J'ai avancé, les jambes tremblantes, le cœur battant. Madame Tessier, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? J'ai pris une grande inspiration et j'ai raconté. Tout, depuis le début. Le retour de New York, la scène dans la chambre, les vidéos, la confrontation, les menaces, le choix impossible. Ma voix tremblait parfois, mais je n'ai pas pleuré. Pas devant eux, pas devant elle. Quand j'ai eu fini, le président du tribunal m'a regardé. « Madame Tessier, pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant de porter plainte ?»« Parce que... » J'ai cherché mes mots. « Parce que je ne voulais pas y croire. Parce que c'était ma belle-fille, la mère de mes petits-enfants. Parce que je pensais qu'il devait y avoir une explication. Mais surtout, j'ai regardé Mathilde. Elle avait les yeux fixés sur la table. Parce que j'avais peur de perdre mon fils. « Et vous l'avez perdu ?»« Oui, pendant un temps. »« Mais vous l'avez retrouvé ?»« Oui. » « Et cela valait-il le sacrifice ?» J'ai fermé les yeux. « Oui, parce que ce n'était pas qu'une question de retrouver mon fils. C'était une question de vérité, de justice et de dignité. Pour mon mari, pour moi, et même pour elle. » Le président a froncé les sourcils. « Pour elle ?» Oui, parce que vivre dans le mensonge, c'est vivre dans une prison. Et maintenant, au moins, la vérité est dite, peu importe les conséquences. Le procès a duré 3 jours. Mathilde a finalement témoigné. Elle a tout nié au début. Puis, sous le poids des preuves, elle s'est effondrée. Je ne voulais pas le tuer. Alors pourquoi avez-vous remplacé ces médicaments? Je voulais juste qu'il soit plus calme, plus docile, pour qu'il... Elle s'est interrompue. Pour qu'il quoi, madame? Pour qu'il meure plus vite. Un murmure a parcouru la salle, mais pas tout de suite, juste, naturellement, sans souffrance. Et vous pensiez que c'était acceptable? Non, sa voix n'était qu'un murmure. Non, ce n'était pas acceptable. Mais j'avais tellement peur. Peur de quoi? De tout perdre. La maison, l'argent, mon mari, mes enfants. Alors j'ai fait quelque chose de terrible, pour essayer de tout sauver. Et finalement, j'ai tout perdu quand même. Elle a relevé la tête. Pour la première fois, elle m'a regardée. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je suis désolée. Blandine, vraiment désolée, je n'ai rien dit, parce que je ne savais pas quoi dire, parce que ces excuses ne pouvaient rien effacer. Mais quelque part, je l'ai cru. Pas qu'elle était innocente, mais qu'elle regrettait, vraiment. Le verdict est tombé 1 semaine plus tard. Mathilde a été condamnée. 3 ans de prison avec sursis. Interdiction d'approcher Georges et moi pendant 10 ans. Obligation de suivre un suivi psychologique. Ce n'était pas la prison ferme que certains espéraient, mais c'était suffisant. Parce que la vraie punition n'était pas la condamnation. C'était ce qu'elle avait perdu, sa famille,
son mari, ses enfants, sa dignité, sa vie d'avant, tout. Après le procès, Rémi est venu me voir. « Maman, comment tu te sens ? Soulagée, triste, vide ? Je comprends. » On est resté silencieux un moment. Les enfants me posent des questions. Qu'est-ce que tu leur dis ? Que leur maman a fait une erreur, une très grosse erreur, et qu'elle doit maintenant en assumer les conséquences, mais qu'on l'aime quand même. J'ai regardé mon fils. Il avait vieilli. En quelques mois, il avait perdu cette insouciance, cette naïveté. Il avait appris que le mal peut se cacher sous les traits de ceux qu'on aime, que la confiance peut être trahie, que les choix ont des conséquences. Tu vas t'en sortir, Rémi. Je sais, mais ce sera long. Je sais. Merci, maman. De quoi ? D'avoir été forte, d'avoir eu raison, d'avoir protégé papa, d'avoir dit la vérité. Même quand ça faisait mal, il m'a serré dans ses bras. Et j'ai senti, pour la première fois depuis des mois, que j'avais retrouvé mon fils. Vraiment. Aujourd'hui, Georges et moi vivons paisiblement dans notre appartement du square Monceau. Il va bien. Il marche sans canne maintenant. Il lit, il rit, il profite de chaque journée. Rémi vient nous voir tous les dimanches avec les enfants. On déjeune ensemble. On parle de tout, de rien. On reconstruit, lentement. Parfois, je pense à Mathilde. Je me demande où elle est, comment elle va, si elle regrette vraiment, si elle a compris. Camille m'a dit qu'elle avait quitté Paris, qu'elle vivait chez sa mère, dans le Nord, qu'elle ne voyait presque personne, qu'elle vivait dans l'ombre de ce qu'elle avait fait. Et moi, je ne ressens ni joie, ni satisfaction. Juste une immense tristesse. Pour elle, pour nous tous. Parce que tout cela aurait pu être évité. Si elle avait parlé, si elle avait demandé de l'aide, si elle n'avait pas laissé sa peur et sa cupidité la transformer en quelqu'un d'autre. L'autre jour, j'ai repris mon carnet bleu. Ce carnet qui m'a accompagné tout au long de cette épreuve. Et j'ai écrit une dernière page. Chère femme qui lira ces lignes, si tu vis une situation où quelqu'un que tu aimes te fait du mal, à toi ou à ceux que tu chéris, si tu as peur de parler parce que tu as peur de perdre ta famille, ton statut, ta tranquillité, si tu choisis le silence par peur du conflit, alors écoute-moi bien. Le silence ne protège jamais. Le silence nourrit le mal. Le silence te détruit de l'intérieur. Oui, dire la vérité coûte cher. Parfois, on perd des êtres chers. Parfois, on passe pour la méchante. Parfois, personne ne nous croit. Mais tu sais quoi ? On ne peut pas contrôler les réactions des autres. On ne peut contrôler que nos propres choix. Et choisir le silence quand quelqu'un est en danger, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. J'ai failli être lâche, j'ai failli me taire, j'ai failli laisser Georges mourir pour préserver l'harmonie familiale. Mais j'ai choisi autrement. J'ai choisi la vérité, même quand elle brûlait, même quand elle m'a tout coûté. Et aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir. Je peux dormir la nuit. Je peux tenir la main de mon mari et savoir que je l'ai protégé. Alors oui, j'ai perdu des choses. J'ai perdu mon fils pendant quelques mois. J'ai perdu ma tranquillité. J'ai perdu cette vie paisible et prévisible. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Ma dignité, ma conscience tranquille et la certitude d'avoir fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Juste. Alors, chère femme, si tu te trouves un jour face à ce choix impossible, choisis la vérité, choisis la justice, choisis de ne pas te taire, même si ça fait mal, même si personne ne te croit au début, même si tu perds tout, parce qu'au final, la seule chose qu'on ne peut jamais perdre, c'est soi-même. Et se perdre soi-même par peur de perdre les autres, c'est la pire des pertes. J'ai refermé le carnet et je l'ai posé sur l'étagère, à côté des photos de famille, à côté de la vie qui continue. Ce soir, Georges et moi allons dîner sur le balcon. Il fait doux. Le printemps est là. Les arbres du square sont en fleurs. On entend les rires des enfants qui jouent en bas. Et moi, je regarde mon mari. Cet homme que j'ai épousé il y a 47 ans. Cet homme que j'ai failli perdre. Cet homme qui est toujours là, vivant, souriant, aimant. « À quoi tu penses ?» me demande-t-il. « À nous ? Et alors ?» Alors, je me dis qu'on a eu de la chance. De la chance ? Oui, parce qu'on est encore là, tous les deux, malgré tout. Il prend ma main. Non, Blandine, ce n'est pas de la chance. Ah non ? Non, c'est toi. Tu m'as sauvée. Tu as été courageuse. Tu as dit la vérité. Et grâce à toi, on est encore là. Il porte ma main à ses lèvres et m'embrasse doucement. Merci. Je souris. Parce qu'au fond, c'est tout ce qui compte. Pas la vengeance, pas la punition, pas même la justice. Juste, être encore là, ensemble, vivant, libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur,
Abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.